J'ai sauvé un navire presque oublié, mais personne ne voulait y croire. Bonjour, je m'appelle Antoine Lemoine, j'ai 38 ans. Je suis historien naval et, depuis plusieurs années, je me passionne pour les vestiges de la marine française, en particulier les témoignages de notre histoire maritime souvent oubliée dans les petits ports de Bretagne. Il y a quelques mois, j'ai entrepris une mission qui allait changer ma vie et m'immerger dans l'histoire tumultueuse de l'un des derniers cuirassés français encore à flot, une légende presque effacée du temps, le cuirassé Bretagne. L'histoire commence à Brest, dans les chantiers navals où le cuirassé Bretagne fut construit au début du XXe siècle. Ce navire, lancé en 1910, était l'un des fleurons de la marine française, un géant d'acier capable de dominer les mers. Pourtant, malgré sa puissance et son rôle crucial dans les deux guerres mondiales, le cuirassé sombra peu à peu dans l'oubli, victime d'un délaissement progressif et d'un manque cruel d'entretien. Lorsqu'en 2023, j'ai vu des photographies récentes de ce mastodonte rouillé et fissuré, j'ai ressenti une urgence palpable, il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. Le cuirassé Bretagne avait traversé des décennies d'histoire, depuis son rôle dans la Première Guerre mondiale jusqu'à sa participation aux opérations en Méditerranée durant la Seconde Guerre mondiale. Mais son destin fut scellé après-guerre, quand il fut converti en musée flottant à Lorient. Mon travail devait commencer là, au cœur de ce navire chargé d'histoire, mais rongé par le temps et la mer. J'avais entendu parler de fissures inquiétantes, d'inondations répétées, et même de la décision controversée de remplacer certaines parties en bois par du béton, un choix technique qui allait peut-être accélérer sa dégradation. Ma mission était simple en apparence, documenter l'état du cuirassé, comprendre les raisons de sa lente agonie et chercher des solutions pour le préserver. Mais ce projet allait me plonger dans un monde complexe, entre passion pour l'histoire, lutte contre la bureaucratie, et affrontement avec la réalité d'un monument national en péril. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette quête allait me révéler bien plus que des fissures dans la coque, elle allait mettre à nu les failles humaines et politiques qui menaçaient de faire disparaître à jamais ce témoin unique de notre passé maritime. Je vous invite donc à me suivre dans cette aventure, à bord du cuirassé Bretagne, où chaque planche craque sous mes pas, où chaque rouille raconte un secret, et où le destin d'un navire devient le miroir d'une nation qui oublie parfois ses héros. Le cuirassé Bretagne n'était pas qu'un simple navire, il incarnait la puissance et la fierté de la marine française à une époque où la France cherchait à affirmer sa place sur les océans. Mais pour comprendre son histoire, il fallait remonter un peu plus loin, à la construction même de ce géant d'acier dans les chantiers de Brest. En 1910, le cuirassé fut lancé avec beaucoup d'espoir, ses 10 canons principaux de 14 pouces promettaient une puissance de feu inégalée, rivalisant avec les plus grands navires de guerre du monde. Il représentait la modernité, la force et la détermination d'un pays qui voulait rester une grande puissance navale. J'avais toujours été fasciné par cette période, où les innovations techniques se mêlaient à l'ambition politique. Le Bretagne n'était pas seulement une machine de guerre, mais aussi un symbole de la France face aux tensions croissantes en Europe. Son armement impressionnant, ses chaudières à charbon et ses mains en treillis témoignaient d'une époque charnière, entre tradition et modernité. Pourtant, malgré toute cette puissance, le navire fut rapidement confronté à des défis, tant sur le plan technique que politique. Lorsque j'ai commencé mes recherches, j'ai découvert que le Bretagne avait connu un parcours tumultueux dès ses premières années. Il fut rapidement mis en service, sans même bénéficier des essais habituels qui permettent d'ajuster et d'améliorer un navire neuf. Cette précipitation s'expliquait par la montée des tensions internationales, notamment avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui poussaient la France à renforcer sa flotte au plus vite. Mais cet acte allait laisser des traces, avec des défauts techniques et des besoins de réparation fréquents, qui seraient des ombres sur la carrière du cuirassé. En plus des défis techniques, le contexte politique joua un rôle majeur. Le cuirassé fut envoyé en Méditerranée pour protéger les intérêts français et affirmer la présence de la France dans cette région stratégique. Il participa à plusieurs opérations, notamment lors de la Première Guerre mondiale, où il fut un acteur clé dans la surveillance des côtes et la protection des convois. Mais cette période de gloire fut suivie d'une longue période d'oubli, où le navire, vieillissant, perdit peu à peu de son importance face aux nouvelles générations de cuirassés et de croiseurs. En somme, le cuirassé Bretagne était un témoin silencieux d'un monde en pleine mutation, entre guerre, innovation et rivalité. En me tenant sur son pont, j'ai senti tout le poids de cette histoire, mais aussi la fragilité d'un monument qui, malgré son passé glorieux, risquait de disparaître à jamais si personne n'agissait. C'est cette dualité entre grandeur passée et déclin présent qui allait guider mes pas dans cette aventure, et révéler les vérités cachées derrière la rouille et le béton. Ce qui avait conduit à l'état actuel du cuirassé Bretagne, c'était une succession d'événements, de décisions et d'oublis qui, mis bout à bout, formaient un tableau presque tragique.
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le navire, épuisé par des décennies de service, avait été retiré de la flotte active. Mais au lieu d'être démantelé, il fut transformé en musée flottant, amarré dans le port de Lorient, une ville qui avait elle-même souffert des bombardements alliés et de la guerre. Ce choix, à première vue noble, n'était pas sans conséquences. Le Bretagne, conçu pour affronter les tempêtes et les combats, n'était pas préparé à devenir un simple vestige figé dans le temps, exposé aux caprices du climat breton. La pluie, le sel, le vent et l'humidité s'étaient attaqués à sa coque, ses superstructures, et à tout ce qui faisait sa grandeur d'antan. Mais plus que cela, les moyens alloués à son entretien étaient dérisoires. Les budgets publics se concentraient ailleurs, et la politique locale, parfois dépassée par les enjeux, laissait le navire à l'abandon progressif. J'ai découvert que, dans les années 70, une décision controversée avait été prise, pour pallier la dégradation des ponts en bois, on avait recouvert certains espaces de béton. Cette solution, à court terme, paraissait logique. Mais le béton, en contact direct avec l'acier, créait une réaction chimique dangereuse, la corrosion s'accélérait, le métal sous-jacent se décomposait et les fissures se multipliaient. C'était un paradoxe cruel, en voulant protéger le cuirassé, on l'avait en réalité condamné un peu plus. Le témoignage des anciens marins et des employés du musée était poignant. Ils parlaient de la beauté du navire dans ses années de gloire, des longues heures passées à entretenir ses machines, à polir les canons, à faire vivre cet héritage. Mais ils déploraient aussi l'indifférence croissante des autorités et du public, qui préféraient parfois les attractions plus modernes ou les musées plus interactifs. Le cuirassé Bretagne devenait une relique que l'on regardait sans vraiment la voir, un géant fatigué noyé dans le tumulte d'une époque qui avançait trop vite. Cette réalité m'a frappé profondément. Comment un symbole de la grandeur française pouvait-il être laissé dans un tel état? Était-ce simplement le poids des années, ou bien une négligence organisée, un oubli volontaire? Mes recherches m'ont conduit à explorer les archives, à rencontrer des responsables politiques, des ingénieurs, des passionnés. Tous reconnaissaient le problème, mais peu avaient de solutions concrètes. Le cuirassé Bretagne était pris dans un engrenage où chaque année perdue accentuait les dégâts, et où la question du financement devenait un véritable casse-tête. Ainsi, en ce début d'année 2024, le cuirassé Bretagne se trouvait à un tournant crucial. Son avenir dépendait d'une décision politique forte, d'un engagement financier conséquent, mais aussi de la mobilisation des citoyens. C'était un défi immense, mais aussi une occasion unique de sauver un morceau précieux de notre histoire maritime. Je savais que mon rôle allait être de porter cette voix, de raconter cette histoire avec passion et précision, pour réveiller les consciences avant qu'il ne soit trop tard. Le jour où je suis monté à bord du cuirassé Bretagne pour la première fois, j'ai ressenti une émotion indescriptible. En franchissant la passerelle rouillée, mes pas résonnaient sur les plaques d'acier usées par plus d'un siècle de service. Le soleil d'automne perçait à peine à travers la brume marine, dessinant des ombres dans les recoins sombres du navire. Autour de moi, le silence pesant était seulement interrompu par le clapotis régulier de l'eau contre la coque et le grincement furtif des chaînes d'amarrage. Le cuirassé était immense, plus long que 2 terrains de football alignés, avec ses 5 tourelles principales dont les canons semblaient encore prêts à rugir. Pourtant, sous cette apparente puissance, tout témoignait de la fatigue du temps. Les passerelles étaient couvertes de rouille, les cordages effilochés pendaient mollement, et les hublots, certains brisés, laissaient entrer l'humidité. J'ai ressenti une sorte de mélancolie en imaginant les centaines d'hommes qui avaient vécu ici, affronté des tempêtes et des combats, partageant la peur, l'espoir, et l'honneur. Je me suis dirigé vers la salle des machines, cœur battant du cuirassé. Là, les imposantes chaudières à charbon, vestiges d'une époque révolue, occupaient tout l'espace. Leur métal noirci portait les marques du feu et de la suie, et des tuyaux rouillés se croisaient dans un enchevêtrement complexe. J'ai pu admirer la précision de l'ingénierie d'antan, même si, aujourd'hui, ces machines étaient figées, silencieuses, presque comme des sculptures métalliques. Les ouvriers qui avaient travaillé ici devaient avoir un courage et une endurance hors du commun pour maintenir tout cela en marche. En montant vers les ponts supérieurs, j'ai croisé une silhouette inattendue, une femme en tailleur élégant, chaussée de talons hauts, qui semblait elle aussi explorer les entrailles du navire. C'était Camille, une historienne passionnée par le patrimoine maritime breton, qui travaillait sur un projet parallèle de valorisation des sites historiques de l'Orient. Son regard brillant et sa démarche assurée dégageaient une énergie contagieuse. Elle portait un pendentif en forme d'ancre, un rappel discret de sa passion commune pour la mer. Cette rencontre allait marquer le début d'une collaboration intense, où nos compétences et nos visions allaient se compléter. Ensemble,
nous avons parcouru le pont d'Envol, une zone autrefois utilisée pour les petits hydravions de reconnaissance. Le vent frais balayait nos cheveux, et nous pouvions presque entendre les échos des pilotes qui s'élançaient dans le ciel. Camille m'a expliqué que, malgré son âge, le cuirassé avait été le premier navire français à lancer un avion depuis sa tourelle principale, une innovation qui avait marqué un tournant dans la guerre navale. Cette fusion entre la puissance brute des canons et la finesse de l'aviation militaire représentait à mes yeux un symbole fort de l'ingéniosité humaine. Mais cette visite idyllique masquait aussi des réalités plus sombres. En explorant les cales, nous avons découvert des infiltrations d'eau, des plaques d'acier corrodées et des installations électriques vétustes. Certaines zones étaient interdites d'accès pour des raisons de sécurité, rappel cruel que le temps n'épargnait rien, pas même les plus fiers monuments. Le cuirassé Bretagne n'était plus seulement un témoin de l'histoire, il devenait un défi technique, un puzzle complexe que nous allions devoir résoudre si nous voulions sauver ce géant d'acier. Cette première immersion a renforcé ma conviction, ce navire n'était pas qu'un musée flottant, mais un témoin vivant d'une époque révolue, qu'il fallait défendre avec passion et rigueur. Camille et moi étions prêts à relever ce défi, malgré les obstacles qui se dressaient déjà devant nous. Notre aventure venait de commencer. Les jours suivants, notre mission s'est intensifiée. Camille et moi avons commencé à dresser un état détaillé du cuirassé Bretagne, explorant chaque recoin, chaque compartiment, à la recherche des failles les plus menaçantes. Ce travail minutieux nous a rapidement confrontés à l'ampleur du désastre. La coque, jadis solide et imposante, présentait des fissures profondes, certaines parties de la structure métallique étaient rongées à plus de 70%, menaçant littéralement de céder sous le poids des années. Le béton appliqué sur le pont, censé protéger le bois, avait craqué en 1000 morceaux, laissant l'eau s'infiltrer sans retenue. Mais ce qui nous a le plus frappé, c'est la fragilité des systèmes internes. Les tuyauteries, indispensables pour la circulation de l'air et de l'eau, étaient en partie obstruées ou complètement rouillées. Les anciens câblages électriques, datant d'une époque où la sécurité n'était pas une priorité absolue, constituaient un vrai danger d'incendie. Nous avons même découvert que certaines zones, jadis des quartiers d'équipage, avaient été envahies par des moisissures, rendant l'air irrespirable et les lieux presque invivables. Face à ce constat alarmant, nous avons décidé d'alerter les autorités locales et nationales. Mais rapidement, nous avons compris que notre combat ne serait pas seulement contre la rouille et le temps, mais aussi contre la bureaucratie et l'indifférence. Les réponses que nous recevions étaient souvent vagues, les promesses de financement diluées dans des discours politiques sans lendemain. Le cuirassé Bretagne, malgré son importance historique, semblait condamné à une lente agonie, victime d'un système incapable de mobiliser les ressources nécessaires. Parallèlement, nous avons commencé à recueillir des témoignages d'anciens marins, qui, avec une émotion palpable, nous racontaient leur vie à bord. Leurs récits de camaraderie, de peur et de bravoure donnaient vie à ce navire fatigué. Certains évoquaient les batailles, d'autres les longues heures d'ennui en mer, mais tous soulignaient l'attachement profond qu'ils avaient pour ce cuirassé. Ces histoires, que nous avons consignées avec soin, devenaient un argument puissant pour sensibiliser le public et les décideurs. Au fil des semaines, notre équipe s'est agrandie. Des ingénieurs, des architectes spécialisés dans la restauration de monuments historiques et des passionnés d'histoire maritime ont rejoint notre cause. Ensemble, nous avons élaboré un plan ambitieux, un chantier de restauration complet, incluant la remise en état de la coque, le remplacement des structures fragilisées, et la modernisation des installations pour permettre une ouverture sécurisée au public. Ce projet, bien que coûteux, était notre dernier espoir pour sauver le cuirassé Bretagne. Cependant, des obstacles inattendus sont apparus. Lors d'une inspection approfondie, nous avons découvert que certaines parties de la coque, notamment sous la ligne de flottaison, étaient tellement corrodées qu'elles menaçaient de se détacher, risquant de provoquer un naufrage partiel du navire. Cette révélation a ajouté une urgence supplémentaire à notre mission. Il fallait agir vite, mais les fonds manquaient toujours, et les procédures administratives s'éternisaient. Malgré tout, Camille et moi restions déterminés. Nous savions que chaque jour perdu rapprochait un peu plus le cuirassé Bretagne de sa fin. Notre combat devenait celui de la mémoire, de la préservation d'un héritage national. Et alors que l'hiver approchait, apportant avec lui de nouvelles intempéries, notre défi semblait plus grand que jamais. Pourtant, une lueur d'espoir brillait encore dans nos yeux, car nous étions convaincus qu'avec assez de volonté et de soutien, nous pouvions encore écrire un nouveau chapitre pour ce géant d'acier. Je ne pouvais pas croire que tout cela arrivait vraiment. Voir le cuirassé Bretagne, ce colosse qui avait traversé 2 guerres mondiales, se détériorer ainsi, c'était comme assister à la lente agonie d'un héros oublié. Chaque fissure dans la coque,
chaque plaque de métal tombée en poussière, me donnait l'impression que nous perdions un morceau irremplaçable de notre histoire. Et pourtant, autour de moi, l'indifférence persistait, comme si le temps avait effacé l'importance même de ce navire. J'avais imaginé qu'une fois les problèmes révélés, les autorités réagiraient rapidement, que les fonds seraient débloqués, que des équipes d'experts arriveraient pour sauver le cuirassé. Mais la réalité était tout autre. Entre les lenteurs administratives, les rivalités politiques et les priorités économiques, chaque demande d'aide se heurtait à des murs invisibles. Parfois, j'en venais à me demander si le sort du Bretagne ne servait pas de symbole plus large, celui d'une nation parfois incapable de préserver son patrimoine face aux pressions du présent. Pourtant, je savais que des solutions existaient. Nous pourrions, par exemple, installer le cuirassé dans un bassin à sec, un moyen éprouvé pour effectuer des réparations structurelles majeures. D'autres navires historiques en Europe avaient bénéficié de ce traitement, ce qui avait permis leur restauration complète. Mais ce projet, simple en apparence, se heurtait à des questions de financement et de logistique qui semblaient insurmontables. Comment justifier des millions d'euros pour sauver un navire quand tant d'autres besoins urgents réclamaient des budgets? En repensant à tout cela, je me demandais aussi si une meilleure communication avec le public aurait pu changer la donne. Peut-être que si plus de gens connaissaient l'histoire du cuirassé Bretagne, s'ils comprenaient l'importance de cette pièce maîtresse de notre patrimoine maritime, ils se mobiliseraient. J'imaginais des campagnes de sensibilisation, des visites guidées, des événements culturels qui redonneraient vie au navire et justifieraient son investissement. Mais pour cela, il fallait d'abord que le navire soit en état d'accueillir du public en toute sécurité. En regardant Camille, je voyais cette même frustration mêlée à une profonde détermination. Nous ne pouvions pas baisser les bras. Il fallait continuer à chercher des solutions, à négocier avec les différents acteurs, à mobiliser les passionnés et les experts. Peut-être même que l'implication des médias pourrait faire bouger les lignes. J'avais en tête des images fortes, des reportages poignants qui montreraient au grand public la beauté et la fragilité du cuirassé. Mais au fond de moi, une petite voix persistait, un doute sourd. Et si, malgré tous nos efforts, le cuirassé Bretagne disparaissait? Si ce symbole de la grandeur navale française sombrait sous les eaux, emportant avec lui une part de notre mémoire collective? Cette pensée me glaçait, m'emplissait d'une tristesse sourde. Pourtant, je savais que tant que nous étions là, tant que nous racontions son histoire, le cuirassé vivrait d'une autre manière, dans les mémoires et les cœurs. Cette réflexion m'a convaincu qu'il ne fallait pas seulement sauver un navire, mais aussi raviver une flamme, celle d'un attachement profond à notre histoire, à nos racines maritimes. Car c'est en aimant ce passé que nous pourrons construire un avenir où le cuirassé Bretagne ne sera pas qu'un vestige, mais un phare éclairant notre identité. Et alors que je quittais une nouvelle fois le pont de ce géant fatigué, je sentais que notre combat ne faisait que commencer. Un matin froid, alors que le vent soufflait fort sur le port de Lorient, un coup de téléphone inattendu a changé le cours de notre projet. C'était un appel d'un homme que je n'avais jamais rencontré, un ingénieur naval à la retraite nommé Jacques Morel. Sa voix, grave et assurée, portait le poids de l'expérience. Il m'a raconté qu'il avait travaillé, dans les années 80, sur un plan secret pour la préservation du cuirassé Bretagne, un plan qui n'avait jamais vu le jour à cause de désaccords politiques et financiers. Jacques m'a révélé que, lorsqu'il était en poste, une équipe avait étudié la possibilité de transférer le cuirassé vers un bassin à sec spécialement aménagé, semblable à celui utilisé pour restaurer le célèbre cuirassé Dunkerque. Ce projet ambitieux avait été abandonné malgré des études favorables, à cause de conflits internes entre le ministère de la Défense et les collectivités locales. Ce secret bien gardé expliquait pourquoi, malgré les dégradations visibles, aucune mesure concrète n'avait jamais été prise. Mais ce n'était pas tout. Jacques m'a confié un détail encore plus surprenant, selon ses sources, plusieurs fissures majeures dans la coque avaient été dissimulées lors de contrôles officiels, pour éviter de déclencher une alarme publique qui aurait pu compromettre le prestige national. Cette révélation a secoué mes convictions. Non seulement le cuirassé souffrait physiquement, mais il portait aussi le poids d'un lourd secret, celui d'une vérité cachée au grand public. Ce coup de téléphone a marqué un tournant. Camille et moi avons décidé d'enquêter plus profondément, d'explorer ces zones interdites du navire pour vérifier ces fissures dissimulées. En nous faufilant dans des passages étroits, parfois éclairés seulement par nos lampes torchées, nous avons découvert des dégâts que personne n'avait voulu révéler. Des plaques de métal pliées, des soudures fragiles, des infiltrations d'eau qui menaçaient l'intégrité même du cuirassé. Ce spectacle était à la fois fascinant et terrifiant. Mais cette enquête clandestine n'a pas manqué d'attirer l'attention. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un avertissement discret,
certains responsables préféraient que ces problèmes restent dans l'ombre, craignant un scandale politique et la perte de prestige. On nous a suggéré, de manière implicite, de cesser cette investigation. Pourtant, au lieu de nous décourager, cette pression a renforcé notre détermination. Nous étions désormais face à un dilemme, devoir choisir entre la vérité et le silence, entre la sauvegarde du cuirassé et les intérêts politiques. Dans ce contexte tendu, une question fondamentale s'est imposée à nous: pourquoi un monument aussi emblématique avait-il été sacrifié sur l'autel de la convenance et de l'image publique? Était-ce par peur du coup, par volonté de cacher des erreurs passées, ou simplement par un manque d'intérêt réel pour la préservation du patrimoine? Ces interrogations ont ouvert une brèche dans notre combat, dévoilant une réalité plus complexe que nous ne l'avions imaginée. Alors que nous étions au cœur de cette tourmente, une nouvelle menace est apparue. Une rumeur persistante circulait: le cuirassé pourrait être désarmé, voire coulé, pour faire place à un projet immobilier dans le port. Cette perspective, qui semblait sortie d'un mauvais scénario, a jeté un froid glacial sur notre équipe. Nous étions face à un choix crucial: accepter cette fatalité ou redoubler d'efforts pour sauver ce symbole de la marine française, coûte que coûte. Ce tournant inattendu a transformé notre lutte en une véritable bataille contre le temps, les mensonges et les intérêts cachés. Le cuirassé Bretagne, fatigué mais toujours majestueux, devenait le théâtre d'un affrontement entre mémoire et oubli, entre passion et indifférence. Et nous étions prêts à tout pour écrire un nouveau chapitre, celui d'un renouveau possible, mais à quel prix? La révélation de cette rumeur a provoqué une onde de choc au sein de notre équipe et parmi les passionnés d'histoire maritime. L'idée que le cuirassé Bretagne, ce monument unique chargé de tant de souvenirs et de gloire, puisse être sacrifié pour un projet immobilier semblait invraisemblable, presque une trahison envers notre héritage national. Pourtant, les documents et les discussions que nous avons pu obtenir laissaient entrevoir cette possibilité, bien réelle et effrayante. Face à cette menace, Camille et moi avons décidé d'agir rapidement. Nous avons organisé une réunion avec des représentants de la mairie de Lorient, des élus régionaux, et des membres du ministère de la Culture. Lors de cette rencontre tendue, nous avons exposé nos découvertes, soulignant l'urgence des réparations nécessaires et l'importance historique du cuirassé. Mais les réponses furent mitigées, voire froides. Les arguments financiers dominaient, et certains responsables semblaient prêts à sacrifier le patrimoine au profit du développement économique. C'est alors que nous avons décidé de mobiliser l'opinion publique. Nous avons lancé une campagne de sensibilisation, utilisant les réseaux sociaux, les médias locaux, et même des pétitions pour réveiller l'intérêt des citoyens. Rapidement, des milliers de personnes ont rejoint notre cause, exprimant leur attachement à ce géant d'acier et leur volonté de le voir préservé. Des associations culturelles et historiques ont apporté leur soutien, organisant des conférences et des expositions pour raconter l'histoire du Bretagne. Cette mobilisation a commencé à faire bouger les lignes. La presse nationale a relayé notre combat, mettant en lumière les enjeux et les contradictions autour du sort du cuirassé. Des personnalités publiques, artistes et historiens, ont pris la parole pour défendre ce patrimoine. Même des anciens marins, aujourd'hui âgés, ont partagé leurs souvenirs poignants, donnant un visage humain à cette bataille. Le cuirassé Bretagne n'était plus un simple vestige oublié, mais un symbole de résistance et de mémoire collective. Pourtant, malgré cet élan, les obstacles restaient nombreux. Les contraintes techniques étaient immenses, la restauration nécessitait des fonds colossaux, des équipes spécialisées, et un calendrier serré pour éviter toute dégradation irréversible. Par ailleurs, les querelles politiques ne s'étaient pas éteintes, et certains continuaient à remettre en question la pertinence d'investir dans un navire si ancien. La lutte n'était pas seulement contre le temps, mais aussi contre des intérêts divergents et parfois opposés. Au cœur de cette tempête, Camille et moi avons renforcé notre collaboration avec des experts internationaux, des ingénieurs spécialisés dans la restauration navale, et des architectes du patrimoine. Ensemble, nous avons élaboré un plan technique détaillé, mêlant respect de l'authenticité et innovation pour garantir la sécurité et la durabilité du cuirassé. Ce projet ambitieux, présenté lors d'un colloque à Paris, a suscité un vif intérêt et ouvert de nouvelles perspectives, notamment auprès de mécènes privés et d'institutions culturelles. Mais alors que tout semblait enfin prendre une tournure positive, une nouvelle épreuve nous attendait. Quelques semaines après cette annonce, des documents internes ont fuité, révélant des désaccords profonds au sein même des instances chargées de la gestion du patrimoine maritime. Des rivalités personnelles, des conflits d'intérêts et des luttes de pouvoir menaçaient de faire capoter le projet. Cette découverte a jeté une ombre inquiétante sur l'avenir du cuirassé et sur notre capacité à mener ce combat à bien. Ce rebondissement inattendu a renforcé ma détermination.
Le cuirassé Bretagne, malgré les tempêtes et les trahisons, devait survivre. Mais la bataille devenait plus complexe, plus ardue, et chaque victoire risquait d'être suivie d'un nouveau revers. Alors que la mer grondait au loin, je comprenais que cette histoire n'était pas seulement celle d'un navire, mais celle d'un combat humain, où passion, pouvoir et mémoire s'entremêlaient dans un fragile équilibre. Ce que nous vivions dépassait de loin ce que j'avais pu imaginer au début. Le combat pour le cuirassé Bretagne était devenu une véritable épopée, une lutte titanesque où chaque pas en avant semblait déclencher une tempête de résistance. Les révélations sur les conflits internes, les luttes d'influence, et les jeux d'ombre autour du projet de restauration rendaient la situation presque kafkaïenne. On aurait dit que le cuirassé, ce géant d'acier autrefois invincible, était maintenant pris au piège dans un dédale bureaucratique aussi impénétrable que les cales du navire. Les réunions s'enchaînaient, souvent longues et parfois stériles, où chaque détail technique devenait un champ de bataille. Les experts débattaient sur les méthodes à adopter, certains prônant une restauration complète à l'identique, d'autres optant pour des solutions modernes, plus rapides mais moins authentiques. Les discussions sur le budget, qui dépassait déjà plusieurs millions d'euros, alimentaient les tensions. La peur de voir ce projet s'effondrer sous le poids des intérêts contradictoires devenait palpable. Pendant ce temps, le cuirassé lui-même semblait nous défier. Chaque jour, de nouvelles fissures apparaissaient, des infiltrations d'eau s'aggravaient, et la rouille gagnait du terrain. La météo capricieuse, avec ses vents violents et ses pluies incessantes, martyrisait la coque, rappelant que le temps jouait contre nous. Par moments, je me surprenais à imaginer le navire comme une créature vivante, souffrant et luttant pour survivre, une entité presque mythique qui refusait de s'éteindre sans se battre. Cette hyperbole de la situation était d'autant plus frappante que, malgré tout, le cuirassé Bretagne attirait toujours des visiteurs curieux et passionnés. Lors de certaines journées portes ouvertes, les regards émerveillés des enfants découvrant les canons gigantesques et les couloirs étroits étaient un rappel puissant de ce pourquoi nous nous battions. Ce navire n'était pas qu'un amas de métal rouillé, c'était le lien vivant entre le passé et le présent, un pont entre les générations. Mais au-delà de l'aspect technique et historique, cette bataille prenait une dimension humaine intense. Camille, toujours à mes côtés, portait l'espoir et la rage en même temps. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche, mêlée à une fatigue évidente. Les nuits blanches, les désillusions, les petites victoires arrachées de haute lutte forgeaient un caractère inébranlable. À ses côtés, je sentais que notre combat avait dépassé la simple préservation d'un navire, il était devenu une quête de sens, une lutte pour préserver une part de notre identité. Alors que nous approchions du point de rupture, une idée audacieuse a émergé. Et si nous transformions le cuirassé Bretagne en un symbole vivant, un musée interactif capable de raconter son histoire tout en sensibilisant aux défis de la conservation? Un lieu où la technologie et l'émotion se mêleraient pour captiver le public et mobiliser des fonds. Cette vision, encore fragile, semblait être la clé pour surmonter les divisions et offrir un avenir durable au cuirassé. Mais avant de pouvoir concrétiser ce rêve, un dernier obstacle se dressait sur notre chemin, plus redoutable que tous les autres. Une crise politique majeure éclatait au niveau national, détournant l'attention et les ressources, menaçant de faire passer le cuirassé Bretagne au second plan, voire de suspendre définitivement le projet. Ce coup de théâtre plongeait notre combat dans une incertitude abyssale, où chaque décision pouvait sceller le destin du navire. Au cœur de cette tempête, j'ai compris que notre histoire, celle du cuirassé Bretagne, n'était pas terminée. Elle venait d'atteindre son paroxysme, ce moment où tout pouvait basculer, où la grandeur se mêlait au chaos, et où le futur restait suspendu à un fil. Une lutte épique entre mémoire et oubli, entre passion et indifférence, dont nous étions les acteurs malgré nous, prêts à écrire la suite, quelle qu'elle soit. Alors que la tempête politique s'abattait sur nous, chaque jour apportait son lot d'incertitudes et de tensions. Le cuirassé Bretagne, ce géant fatigué, semblait lui aussi suspendu à un fil, oscillant entre renaissance et disparition. Les couloirs du pouvoir étaient agités, les promesses s'évanouissaient, et le silence menaçant des décideurs pesait lourd comme une épée de Damoclès au-dessus de notre projet. Pourtant, au milieu de ce chaos, une lueur inattendue est apparue. Un mécène discret, passionné d'histoire militaire et profondément attaché à la Bretagne, a proposé un financement partiel pour lancer les premières réparations d'urgence. Ce geste, bien que modeste face à l'ampleur du chantier, a insufflé une énergie nouvelle à notre équipe. Nous savions que c'était une première victoire, fragile mais cruciale, qui pouvait enclencher un cercle vertueux. Mais cette avancée n'était que le prélude à un dénouement plus dramatique. Lors d'une inspection de routine, un rapport alarmant est tombé, la corrosion avait atteint un point critique sous la ligne de flottaison, menaçant non seulement la stabilité du cuirassé,
mais aussi la sécurité de ceux qui s'y aventuraient. Une fissure majeure, invisible jusque-là, risquait de compromettre l'intégrité de la coque à tout moment. La menace d'un effondrement partiel ou même d'un naufrage s'est imposée à nous avec une brutalité glaçante. Face à cette urgence, nous avons organisé une réunion extraordinaire avec tous les acteurs impliqués. Les débats étaient vifs, les opinions divisées. Certains réclamaient un arrêt immédiat des visites et une mise en cale sèche urgente, d'autres craignaient que cela ne signe la fin du cuirassé. Les tensions étaient palpables, les responsabilités pesaient lourdement sur chacun d'entre nous. La décision prise ce jour-là allait sceller le sort du Bretagne. Alors que nous préparions les travaux d'urgence, une question restait en suspens, plus lourde que toutes les autres: qui aurait le courage politique et la volonté humaine de mener ce projet jusqu'au bout? Qui saurait préserver ce témoin unique d'une époque révolue, face aux pressions économiques, aux jeux d'influence et à la fatalité du temps? La réponse à cette question restait incertaine, comme un mystère enveloppé dans le brouillard breton. Et c'est ainsi que, tandis que les premiers ouvriers s'apprêtaient à poser le pied sur le pont usé du cuirassé, l'histoire du Bretagne entrait dans une nouvelle phase, pleine d'espoir mais aussi de danger. Le navire, majestueux malgré ses blessures, semblait nous défier une dernière fois: serais-tu sauvé, ou laisseras-tu les flots reprendre ce que la terre t'a offert? Cette question, lourde de sens, reste aujourd'hui suspendue, attendant des mains courageuses pour écrire la suite. Alors que je referme ce chapitre, je vous laisse avec ce dilemme, cette énigme qui dépasse la simple restauration d'un navire. Car au fond, ce combat est celui de toute une société qui doit choisir entre oublier son passé ou le chérir, entre laisser s'effacer ses racines ou les faire rayonner. Le cuirassé Bretagne est plus qu'un vestige, il est le miroir de nos choix, de nos valeurs, et peut-être, de notre avenir. Qui saura répondre à cet appel? L'aventure continue, et je suis prêt à en écrire chaque ligne, à vos côtés, jusqu'au bout de ce voyage.